Ma femme, Léona, était le genre de femme qui réchauffait l'air par sa seule présence. Elle avait ce talent rare de faire en sorte que les inconnus se sentent comme des amis et que les amis se sentent comme des membres de la famille. Son rire était la musique qui résonnait dans les murs de notre appartement, et sa présence, aussi discrète soit-elle, était apaisante. Le train de 7h15 pour Milwaukee n'était pas censé être un au revoir. C'était un trajet de routine, un trajet qu'elle avait déjà fait une douzaine de fois pour une conférence régionale des enseignants. Je l'ai déposée à la gare ce matin-là, un café dans la main gauche, ses doigts effleurant ma joue avant qu'elle ne m'embrasse rapidement en murmurant « Sois sage aujourd'hui ». Puis elle a disparu derrière les portes coulissantes comme une scène que je n'imaginais pas se répéter dans ma tête tous les soirs pendant des mois. Quand l'appel est arrivé, je servais des céréales à notre fille Mera, 11 ans, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, portant le vieux sweat à capuche de Léona comme une armure. J'ai décroché mon téléphone, m'attendant à une mise à jour professionnelle. Au lieu de cela, j'ai eu le silence, puis des parasites, puis une voix d'homme. « Êtes-vous le mari de Léona Rivers ?» Je le savais avant qu'il ait fini. Je le savais. Je n'ai pas pleuré à l'enterrement. Non pas par manque de volonté, mais parce que les doigts de Mira étaient si serrés autour des miens, ses jointures pâles, son visage figé. Elle s'est tournée vers moi pour trouver de la force, et je lui ai donné tout ce qui me restait. Je me suis redressé lorsqu'on m'a tendu le drapeau plié. Léona avait été épouse d'un militaire. Cela lui donnait droit à une cérémonie, un salut, une ligne de condoléances qui ne signifiait rien quand l'être aimé ne revenait pas. Je me souviens de l'apparence du cercueil. Des bords argentés, un intérieur en satin blanc et doux, comme s'ils habillaient la mort en paix. Mais rien n'y paraissait paisible. Mera regardait le cercueil comme s'il allait s'ouvrir. Elle ne clignait pas des yeux, ne parlait pas. Et dans ce silence inquiétant, je suis devenu quelque chose dont j'ignorais qu'elle pouvait être creuse. Le monde s'est estompé autour de moi tandis que le pasteur lisait des versets sur le repos éternel. Debout à côté de ma fille, mon corps présent, mais mon esprit hurlant à travers le vide, je me tenais près d'elle. Après la cérémonie, les gens sont revenus à l'appartement avec trop de casseroles et pas assez de silence. Je leur ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai même dit « merci » plus de fois que je ne peux en compter. Mais en vérité, je voulais qu'ils disparaissent. Je voulais rester dans le noir et laisser le chagrin m'envahir. Mais je ne l'ai pas fait, car Mera avait besoin de structure, de familiarité, d'un parent qui ne se briserait pas devant elle. Alors j'ai joué le rôle. Je l'abordais tous les soirs. Je faisais des crêpes comme Léona avec des pépites de chocolat en forme de smilet. Je fredonnais de vieilles berceuses et démêlais ses cheveux comme sa mère. Et chaque fois que je passais devant sa chambre, je ne regardais pas. Je dormais sur le canapé, non pas par nécessité, mais parce que l'odeur de son shampoing sur l'oreiller aurait sonné le glas. Mera posait des questions. Bien sûr qu'elle l'a fait. Est-ce que ça lui a fait mal? L'a-t-elle vu venir? M'entendra-t-elle encore si je parle à voix haute? Et j'ai répondu du mieux que j'ai pu. J'ai dit des choses comme « elle n'a pas souffert et elle aurait voulu que tu lui parles ». En vérité, je ne savais pas si tout ça était réel, mais elle avait besoin d'espoir. Je ne pouvais pas lui rendre Léona, mais je pouvais lui donner quelque chose qui ressemblait à de la foi. Les nuits étaient les pires. Mera se tenait parfois dans le couloir, comme si elle attendait quelque chose. Une nuit, je l'ai trouvée recroquevillée près de la porte de la chambre, la joue collée au parquet. J'ai cru entendre les pas de maman, a-t-elle murmuré. Ma gorge était si serrée que je ne pouvais pas parler. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai passé mon bras autour de ses épaules, et nous sommes restés là jusqu'au matin. J'ai fouillé les affaires de Léona par étapes lentes et insupportables. Ses manteaux d'hiver encore avec les reçus dans les poches. Ses plans de cours pour le prochain semestre. Ses boucles d'oreilles préférées, celles qui, selon Mera, la faisaient ressembler à une princesse. Je n'ai rien jeté. Impossible. Je les ai emballées dans des boîtes étiquetées et rangées dans le placard comme si je préservais des écritures sacrées. J'ai laissé un de ses foulards accroché au porte-manteau. Mera aimait le toucher en sortant. Les amis étaient bien intentionnés, mais le deuil n'a pas de patience pour les discours d'encouragement. « Tu es si forte », disait-il. Léona serait fière, mais ils ne m'ont pas vu m'effondrer sous la douche, les poings serrés contre le carrelage. Ils ne m'ont pas entendu hurler dans une serviette juste pour laisser sortir quelque chose. J'ai appris à fonctionner, pas à guérir. J'ai payé les factures. J'ai vérifié les devoirs.
J'ai même pensé à arroser les plantes. Mais la guérison, c'était quelque chose que je ne pouvais pas feindre. Je me demandais si j'en faisais assez, si j'honorais sa mémoire comme il se doit. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de guide pour la perte de la personne qui faisait de votre vie un foyer. Mira et moi flottions dans un monde qui n'avait plus de sens, attachés l'une à l'autre. Et j'ai fait un vœu secret, jamais prononcé, simplement gravé au plus profond de moi-même, la protéger farouchement de tout ce que ce monde tenterait de nous arracher. Je ne serai plus jamais l'homme dont Léona était tombée amoureuse. Cet homme est mort avec elle quelque part entre les rails de cette voie froide, mais je serai le père dont Mira avait besoin. Et si cela impliquait de laisser mon propre chagrin dans l'ombre tandis que je me présentais chaque jour pour elle, qu'il en soit ainsi. C'est ainsi que j'ai survécu aux cendres de l'adieu, en construisant ma vie à partir d'elle, pour elle. Le jour où mon père m'a demandé de signer l'acte de propriété de notre appartement, j'étais debout devant la cuisinière, préparant le macaroni au fromage préféré de Mira, avec de la chapelure dorée. C'était un dimanche tranquille, le genre de dimanche que Léona remplissait de disques de jazz et de chaussettes chaudes. Mira fredonnait faux quelque chose depuis l'autre pièce, et pendant un instant, je me suis laissé croire que tout était normal. Puis mon téléphone a craqué. « Passe quand tu as une minute », avait dit papa. « Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. » Je n'y ai pas prêté attention. Peut-être voulait-il prendre des nouvelles de Mira. Peut-être, si Dieu le veut, avait-il enfin compris comment faire son deuil correctement au lieu de refouler ses émotions dans un tiroir étiqueté faiblesse. Alors, je suis allé en voiture, j'ai laissé Mira avec Gloria pendant 1 heure, et je me suis retrouvé à nouveau dans la maison où j'avais été élevé et négligé. Papa était assis à la table, la même table où j'avais fait mes devoirs de maths. Un dossier était déjà ouvert, et j'ai aperçu les documents de propriété avant même de m'asseoir. « Je veux que tu transfères l'appartement à 3, a-t-il dit avec autant de désinvolture que s'il me demandait de passer le sel. Pas de préambule, pas de rajout, juste un ordre direct, comme si j'étais encore l'enfant et lui l'autorité incontestée. Je l'ai regardé un long moment, attendant la blague. Elle n'est pas venue. Tu es sérieux, demandai-je. Il se renversa dans son fauteuil, les bras croisés sur son pull gris usé. Tu as eu ton tour. Toi et cette petite fille, vous avez eu assez de charité. Il est temps que ton frère reçoive quelque chose aussi. De la charité. C'est ce qu'il pensait. Pas la maison que j'avais construite avec Léona. Pas la cuisine où Mira a fait ses premiers pas. Pas les fenêtres qui illuminaient la ville sous laquelle elle dansait avec sa mère. Juste une petite aumône. Un élan de grâce temporaire dont il pourrait se souvenir quand bon lui semblerait. Cet appartement était le rêve de Léona, dis-je en m'efforçant de garder une voix égale. Elle a choisi toutes les couleurs des murs. Elle a planté ses stupides herbes aromatiques sur le balcon, et Mira. Elle se sent proche de sa mère là-bas. Cet endroit est tout ce qui nous reste. Le visage de papa resta immobile. Pas une once d'empathie, juste de la pierre. Et 3 n'a rien, dit-il froidement. Il est en difficulté. Il a besoin d'une victoire. J'ai failli rire. 3, l'éternel raté, était toujours en difficulté parce qu'il refusait tout ce qui ressemblait à un effort. Il passait d'un emploi à l'autre, brûlait les relations et prenait les conséquences comme des suggestions. Mais parce qu'il savait raconter des blagues, parce qu'il savait faire sourire son père et lui taper dans le dos comme un pote de beuverie. C'était une perle rare. Le fils amusant, le plus facile. Je ne cède rien. J'ai dit enfin. Mira et moi vivons là. C'est sa maison. On ne peut pas la redistribuer comme une place de parking. La mâchoire crispée. Et voilà. Le regard que je connaissais trop bien. Celui qu'il me lançait quand j'étais petite, quand je pleurais trop facilement ou que je posais trop de questions. Cette déception pincée qui me disait que j'échouais à un test tacite de virilité. Tu vas le regretter, marmonna-t-il en ramassant le dossier et en le refermant d'un coup sec. C'était peut-être une menace. C'était peut-être une promesse. Mais il s'est installé dans mon estomac comme un poids de plomb. Je me suis levé et je suis sorti sans un mot de plus. En rentrant, Mira était assise par terre à trier des Legos par couleur, comme Léona avait l'habitude de le faire. Elle leva les yeux et sourit. « Papa, on peut faire des gâteaux demain. »« Oui, » dis-je en lui ébouriffant les cheveux. « On fera des gâteaux. » Ce soir-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai fixé la photo encadrée de Léona sur la table de chevet.
Son regard était figé par un rire lorsqu'elle se frottait le visage avec ses cheveux, lors d'une escapade à la plage, il y a des années. Je me demandais ce qu'elle dirait si elle voyait ce qui se passait maintenant. Son mari à qui on demandait de lui céder leur maison comme un pull usagé. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me repassais sans cesse les mots de papa. Tu as eu ton tour. Comme si le deuil avait une date de péremption. Comme si la paternité était quelque chose que je pouvais suspendre ou réorienter. Mais le plus douloureux n'était pas son exigence. C'était la prise de conscience que, même maintenant, après tout ce qu'il avait vécu, il ne me voyait toujours pas. Pas vraiment. J'étais le fils du méchant, le bon à rien, celui qui ne créait pas de drame, mais qui ne faisait jamais rire la salle. Je pouvais saigner et il me tendait une serviette au lieu d'un pansement. Et pourtant, une partie de moi n'était pas surprise. Toute ma vie avait été une succession de petites concessions faites au nom de la paix familiale. Je prenais des portions plus petites pour que 3 puissent en reprendre. J'avais renoncé aux visites à l'université parce que nous ne pouvions pas nous permettre des voyages tous les deux. Je suis retourné en ville quand maman est tombée malade, même si 3 avaient promis de se relayer. Mais c'était la ligne rouge. La maison de Léona, le sanctuaire de Mira. Je n'y renoncerai pas. Ni pour 3. Ni pour personne. Le lendemain, j'ai photocopié les papiers originaux de l'appartement. Je les ai envoyés par courriel à mon avocat avec un simple message, au cas où. Je ne voulais pas prendre de risques. J'ai aussi retrouvé la lettre originale de la mère de Léona, qui nous avait aidé à verser l'acompte pour notre cadeau de mariage. Ces notes manuscrites disaient, pour la famille que vous construisez ensemble. Ça me faisait mal à la poitrine. Je l'ai rangé dans un dossier intitulé, preuve de propriété. À la fin de la semaine, j'ai commencé à remarquer des détails. Une voiture garée trop souvent en face de notre immeuble. Une plainte soudaine pour tapage nocturne, insensé. Gloria a mentionné avoir vu papa dans le hall de l'immeuble, s'attardant. Je ne savais pas ce qu'il préparait, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas fini. Mais j'avais quelque chose qu'il n'aurait jamais. Une raison de se battre. Je ne protégeais pas une propriété. Je protégeais un souvenir, une promesse. Une fille qui marchait encore sur la pointe des pieds le soir, espérant que sa mère rentrerait. Et s'il voulait insister, il découvrirait à quoi cela ressemble quand le fils sensible cesse de reculer. En grandissant, c'était toujours 3 ceci et 3 cela. Mon petit frère avait le don de charmer tout le monde dans un rayon de 3 mètres. C'était le genre d'enfant qui pouvait foncer dans la clôture d'un voisin avec son vélo et être invité à boire une limonade. Les professeurs lui donnaient une seconde chance. Les entraîneurs le trouvaient fougueux. Même lorsqu'il échouait, il échouait avec un sourire qui, d'une certaine manière, justifiait les choses. Pendant ce temps, j'étais celle qui suivait les règles, qui rangeait, qui gardait le silence quand ça devenait bruyant. Et pourtant, les éloges, la chaleur, c'était toujours réservé à 3. Même maintenant, des années plus tard, ça n'avait pas changé. Mon père le regardait toujours comme s'il avait accroché les étoiles. 3, l'enfant chéri. 3, qui avait déniché un emploi décent dans une agence de marketing sportif grâce à l'ami d'un ami. 3, qui arrivait encore en retard aux événements familiaux, mais s'en sortait en racontant une blague. 3, qui avait un jour mis en gage le bracelet de famille de notre mère, celui qu'elle portait le jour de son mariage, juste pour pouvoir acheter des places de concert au premier rang à une fille avec qui il était sorti 2 semaines. Et mon père lui a pardonné avec un petit rire et une tape dans le dos. Les garçons sont toujours les garçons, a-t-il dit ce soir-là, tandis que je restais là, me demandant en silence s'il savait combien ce bracelet comptait pour elle. Je me suis toujours demandé ce qu'il faudrait pour que papa me regarde comme il regardait 3. Pas seulement un regard, mais vraiment comme un homme, un père, quelqu'un qui n'avait pas besoin de plaisanter pour avoir de la valeur. J'ai passé des années à courir après cette approbation. De bonnes notes, des vêtements propres, un emploi stable, le mariage, la paternité, la stabilité. Mais rien de tout cela ne m'a valu la place que 3 avait à la table des négociations simplement en étant présent. Alors, quand j'ai dit non à mon père pour l'appartement, je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à une dispute. Mais ce que j'ai eu était pire. Un silence froid et mesuré suivi d'une seule phrase. Tu vas le regretter. Au début, j'ai cru qu'il bluffait. Juste pour exprimer sa déception, comme il le faisait toujours quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Mais les jours suivants, j'ai senti quelque chose se resserrer autour de nous,
comme l'air avant une tempête. Mera l'a remarqué aussi. Grand-père m'envoie plus de SMS, a-t-elle dit un matin en glissant son téléphone sur le plan de travail de la cuisine. Il veut m'emmener boire un milkshake. Je fixai l'écran. Ses messages étaient étrangement enthousiastes. Trop de smileys, trop de points d'exclamation. Ce n'était pas lui. C'était un leurre. Je n'ai pas répondu. Je ne le lui ai pas interdit non plus. Je lui ai juste demandé ce qu'elle en pensait. Je ne veux pas y aller, admit-elle. Il est différent depuis la mort de maman. J'acquiesçai, l'embrassai sur le front et lui dis qu'elle n'avait pas besoin de voir quelqu'un avec qui elle ne se sentait pas en sécurité. Cela sembla la réconforter. Puis 3 débarqua chez moi. Il appela d'en bas pour demander à monter. Je veux juste parler, mec, dit-il. Pas de drame. Contre mon gré, je le fis entrer. Il franchit la porte d'un pas rapide comme s'il était chez lui, portant des baskets de marque et un sweat à capuche que j'avais reconnu grâce à un petit seau. Il regarda l'appartement et laissa échapper un léger sifflement. Toujours aussi sympa, hein, dit-il. Superbe vue. Je croisai les bras. Qu'est-ce que tu veux, 3. Il sourit et se laissa tomber sur le canapé, comme si c'était des retrouvailles plutôt qu'une embuscade. Écoute, mec, je sais que toute cette histoire d'appartement est devenue tendue, mais papa a raison. Tu as cet endroit depuis des années. Il est peut-être temps que tu passes à autre chose. Passer à autre chose? Comme si perdre une femme était comme échanger une voiture. Comme si cette maison était une paire de chaussures trop grande pour moi. Je le fixai longuement. Le silence entre nous était si épais qu'on s'étranglait. Je n'abandonne pas, dis-je. Alors, si papa t'a envoyé ici pour me convaincre, tu perds ton temps. Il rit. Un bref éclat de dédain. Allez, mec. Tu t'y accroches comme à une terre sacrée. Ce n'est qu'un appartement. Tu peux en trouver un autre. J'ai senti une tension dans ma poitrine. Tu ne comprends pas, dis-je, d'une voix à peine assurée. Ce n'est pas qu'un appartement. Léona a choisi cet endroit. Elle l'a fait nôtre. Mera a des souvenirs dans chaque recoin. Sa courbe de croissance est toujours marquée derrière la porte de la cuisine. Il haussa les épaules. Alors, prends une photo du mur. Tout ira bien. Je ne me suis pas rendu compte que je m'étais levé avant de le voir tressaillir légèrement. Sors de là, dis-je. Il leva les mains, l'air faussement innocent. D'accord. D'accord. Du calme, mec. J'ai juste pensé tenter la voie diplomatique. En se dirigeant vers la porte, il marqua une pause et regarda par-dessus son épaule. Tu sais que papa ne va pas laisser passer ça, pas vrai? Il a des relations. Laisse-le essayer, dis-je. Il partit sans un mot, mais je restai là un long moment, à fixer la porte comme s'il allait revenir. Il ne revint pas. Au lieu de cela, le silence revint, épais et empli d'angoisse. Ce soir-là, j'ai fouillé au fond de mon placard et j'ai sorti de vieilles lettres, des reçus, tout ce qui reliait Léona à cet endroit. J'ai photocopié tous les renouvellements de bail que nous avions signés. J'ai fait des sauvegardes. Je les ai scannés et envoyés par email. Et quand Mera dormait, je m'asseyais par terre dans sa chambre, la regardant respirer. Je pensais au mot regret et à la façon dont mon père le maniait comme un couteau. S'il voulait transformer cela en guerre, il avait choisi le mauvais homme à menacer. Parce que je n'étais plus seulement un fils. J'étais un père. Et j'avais déjà perdu la moitié de mon monde. Je n'allais pas le laisser prendre l'autre. Il y a un rythme étrange qui s'installe après une tragédie. Ce n'est pas tout à fait normal, mais pas complètement brisé non plus. C'est comme réapprendre à marcher. Même jambe, autre sol. Je me réveillais chaque jour à 6h15, comme avant. Je préparais le café, préparais le déjeuner de Mira, lui coiffais les cheveux en queue de cheval tandis qu'elle fixait son bol de céréales d'un air absent. Nous nous activions l'un autour de l'autre comme des survivants d'une catastrophe invisible, attendant la prochaine secousse. Je retournais au travail, surtout parce que je ne savais plus quoi faire. Rester à la maison rendait le silence trop pesant. Mon travail ne m'offrait pas beaucoup de réconfort, mais il me donnait un scénario à suivre. Email, chiffres, planning, pas le temps de tourner en rond. Mirror était plus calme ces jours-ci. Ses dessins, autrefois pleins de rose et de jaune, tiraient maintenant sur le gris et le brun. Elle arrêtait de me demander des nouvelles de Léona,
arrêtait de me demander si je pensais que maman pouvait encore l'entendre. Elle se mettait juste à porter une écharpe de Léona dans son sac à dos, la tordant dans ses mains quand elle pensait que personne ne la regardait. Je la laissais faire. Certains chagrins n'ont pas besoin de mots. Ils ont juste besoin d'espace. Avec tout ce qui se passait, je ne pouvais pas être partout à la fois. Alors, j'ai contacté Gloria, notre voisine, 2 étages plus bas. Infirmière à la retraite, veuve, le genre de femme qui gardait des nougatines dans son sac à main et avait toujours un mouchoir en papier dans sa manche. Elle avait déjà observé Mera à quelques reprises, à l'époque où tout était plus simple. Elle adorait ma fille et, plus important encore, Mera lui faisait confiance, alors je me sentais en sécurité. Juste pour 2 heures, Gloria. Lui ai-je dit un après-midi au téléphone. J'ai un dîner avec un client jeudi soir. Je serai de retour avant l'heure du coucher. Pas de problème, ma chérie. Elle a dit, chaude comme toujours. On va cuisiner quelque chose. Elle a encore besoin de bonnes odeurs dans cette cuisine. Ce jeudi-là, Mera ne voulait pas que j'y aille. Elle se tenait devant la porte, en chaussettes, jouant avec le bas de son t-shirt. Tu es obligé, a-t-elle demandé à voix basse. Je ne serai absente qu'1 heure, ai-je dit en m'agenouillant pour remonter son sweat à capuche. Tu aimes cuisiner avec Gloria? Son regard a filé au loin dans le couloir. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Elle a remué, mal à l'aise. Grand-père a été bizarre. Il a appelé hier pour demander si tu laissais encore la porte de derrière déverrouillée de temps en temps. J'ai eu un pincement au cœur. Et qu'as-tu dit? Je n'ai rien dit, a-t-elle dit. J'ai raccroché. J'ai forcé un sourire. C'était la bonne chose à faire. Et la porte est verrouillée maintenant. Bon, tout ira bien. Mais tandis que je l'embrassais sur le front et sortais dans le couloir, ce malaise s'accrochait à moi. Je m'en suis débarrassé comme d'un mauvais rêve. Je me suis dit que j'étais juste paranoïaque. Peut-être qu'il essayait de reprendre contact. Peut-être que j'en tirais trop de conclusions. J'ai pris la voiture pour aller en ville, je suis arrivé au restaurant, j'ai souri pendant les présentations, j'ai hoché la tête devant des diapositives que j'avais à peine assimilées. Pendant tout ce temps, quelque chose bourdonnait sous ma peau, comme un fil trop tendu. J'ai vérifié mon téléphone 5 fois en 15 minutes. Pas de message, pas d'appel manqué, juste le silence. Tout va bien, demanda ma cliente entre 2 bouchées de saumon grillé. J'ai esquissé un sourire répété. Juste la vie de père, vous savez. Mais je n'ai pas fini mon verre. Je ne suis pas resté pour le dessert. Quelque chose clochait. Pas seulement inconfortable, bizarre, comme une porte laissée ouverte en pleine tempête. Je me suis excusé au bout de 20 minutes, je suis sorti et j'ai finalement appelé Gloria. Pas de réponse. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. J'ai rappelé. Toujours rien. J'ai essayé le fixe, puis le portable de Miro, toujours rien. C'est là que la panique s'est installée. J'ai couru. Je n'ai pas attendu le voiturier. J'ai couru 3 pâtés de maison jusqu'au parking, les clés tremblantes à la main. Je suis sorti du parking à toute vitesse, mes feux de détresse clignotant encore. Mon téléphone a vibré au moment où je tournais dans notre rue. J'ai répondu instinctivement, et ce que j'ai entendu m'a fait exploser le cœur. Papa, à l'aide. Sa voix était méconnaissable. Hurlante. Hurlante comme si sa gorge se déchaînait. Je n'ai pas raccroché. Je n'ai rien dit. J'ai juste appuyé plus fort sur l'accélérateur. Le monde s'est rétréci en un tunnel, les lampadaires défilant flous, les klaxons klaxonnant, les pneus crissant. J'ai grillé 2 feux rouges. Je ne me souviens même pas de m'être garé. Je me souviens juste d'être sorti précipitamment de la voiture, d'avoir trébuché dans le hall, d'avoir appuyé 6 fois sur le bouton de l'ascenseur avant de monter les escaliers 2 par 2. J'avais le souffle coupé, les poings déjà serrés. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, le temps s'est ralenti. Gloria n'était plus en vue. Mon père se tenait au centre du salon, penché en avant, une main autour du cou de Mira, l'autre la tirant par le cuir chevelu. Son petit corps se débattait, se grattait. Son visage était rouge, ses yeux écarquillés de terreur, et elle ne criait plus. Elle était silencieuse, trop silencieuse. Quelque chose en moi a craqué. J'ai poussé un rugissement que je ne connaissais pas. J'ai traversé la pièce à toute vitesse et je l'ai plaqué au sol.
Il a trébuché en arrière et s'est écrasé contre le mur. Mirror s'est effondré au sol, haletant, sanglotant. Sa voix a finalement résonné, mais elle était faible, étranglée, déchirée. Je suis tombé à genoux et je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est accrochée à moi comme si elle tombait encore. Ses cheveux étaient arrachés en mèches. Son cou était cerclé de marques rouges. Je sentais tout son corps trembler. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Mon père, l'homme qui me portait sur ses épaules, se tenait maintenant debout, les poings toujours serrés, comme s'il ne savait plus comment s'arrêter. Elle éleva la voix. Il aboya comme si cela expliquait tout. Il fallait qu'on le lui rappelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait plus de salut. Plus de retour possible. Il n'avait pas craqué. Il avait tout prévu, attendu, s'était glissé par la moindre ouverture qu'on lui avait offerte. Et le pire, c'est que ma mère se tenait sur le seuil, silencieuse. Les bras croisés, le visage impassible. Quand nos regards se croisèrent, elle dit simplement, « Tu es une honte. » Pas pour lui, pour moi. Cette nuit-là, tandis que Mera dormait sur le canapé, emmitouflée dans toutes les couvertures que nous avions, j'arpentais la cuisine comme un animal en cage. Mes mains tremblaient sans cesse. Je fixais la cafetière, vide, intacte, le livre de recettes de Léona sur le comptoir, l'écharpe encore accrochée près de la porte. Et je savais ce que je devais faire. Plus de silence. Plus de seconde chance. Cette nuit-là, j'ai porté plainte. Et le lendemain matin, j'ai demandé une ordonnance restrictive. Le cri ne s'est pas arrêté lorsque l'appel a raccroché. Il résonnait dans mes oreilles. Il pulsait dans ma gorge, épais et brûlant, comme si j'avais avalé du feu. Je ne me souviens pas d'avoir conduit. Je ne me souviens pas des feux de circulation ni des clignotants. Je me souviens de la forme du volant sous ma main blanche. De la façon dont le monde est devenu flou et paniqué, de mon corps, un long muscle d'instinct et de terreur. Papa, au secours de cette voix. La voix de ma fille s'est brisée en mille éclats terrifiés. Quand j'ai franchi la porte en trombe, je n'ai pas appelé. Je n'ai pas posé de questions. J'ai bougé. Les lumières du salon étaient allumées. La télévision diffusait un dessin animé oublié à faible volume. Le genre de bruit de fond qui remplissait habituellement le silence. Mais ce que je voyais au centre, ce qui me coupait le souffle en pleine inspiration, ce n'était pas le canapé ni le bol de pop-corn oublié sur le tapis. C'était mon père, debout, comme s'il n'était jamais parti. Une main autour du cou de Mira. L'autre agrippait une poignée de ses cheveux épais, la tirant en arrière dans un angle anormal. Sa bouche était tordue de rage. Ses dents étaient serrées, comme s'il retenait une violence plus grande que celle dont j'étais déjà témoin. Et ma fille, mon monde, était rouge, suffocant, ses petites mains agitant inutilement son bras. Plus un mot, plus un appel à l'aide. Ses cris s'étaient épuisés. Il ne restait qu'une terreur. Silencieuse. Je n'ai pas réfléchi. J'ai chargé. Mon épaule l'a heurté de plein fouet. Nous avons percuté la table de chevet, brisant la lampe et projetant des photos encadrées au sol. Je m'en fichais. Je ne me suis pas arrêté. Je l'ai frappé à nouveau, le projetant contre le mur. Sa tête a heurté violemment le plâtre avec un bruit sourd. Il gémit, tenta de me repousser, mais j'étais pleine de la fureur d'un père, et lui, il n'avait que force d'antan et fierté pervertie. Je l'attrapai par le col et le traînai jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvris brusquement et le jetai dehors, par terre. Approche-toi encore d'elle, dis-je d'une voix de verre brisée, et tu partiras dans un sac mortuaire. Il se redressa lentement, la main sur la tempe. Elle éleva la voix. Il marmonna comme si c'était une justification. Elle avait besoin qu'on lui rappelle. De quoi? Que les monstres existent en famille. Il ne répondit pas. Il me fixa simplement, clignant des yeux comme si j'avais perdu la tête. Et pendant un instant, je me sentis folle, comme si le monde avait tellement basculé que j'avais atterri là où cet homme, mon père, pouvait regarder un enfant qu'il avait failli étrangler et se sentir justifié. Je claquai la porte et la verrouillai. Puis je me retournai et vis Mera. Elle s'était recroquevillée sur elle-même. Les genoux plaqués contre sa poitrine, elle se balançait légèrement, sa respiration était rapide et saccadée. Je me laissai tomber à côté d'elle. Ma chérie, murmurai-je en essayant de lui toucher doucement l'épaule, mais elle tressaillit violemment. Tout va bien, dis-je, la gorge serrée.
Tu es en sécurité. Je suis là. Il lui fallut un long moment pour me regarder. Son regard était vitreux et lointain, comme celui que j'imaginais des soldats de retour d'une zone de guerre. Sa lèvre inférieure tremblait. Il avait dit qu'il allait me changer les idées. Elle murmura. Il dit, maman aurait détesté ma façon de lui parler. Mon cœur se brisa en deux. Non, ma puce. Ta mère adorait ton feu. Elle adorait ta voix. Elle se pencha vers moi, puis s'effondra comme si son corps s'était enfin rendu compte qu'il pouvait s'effondrer. Je la serrai dans mes bras, sa petite silhouette tremblante, et je sentis chaque once d'échec me submerger. Je l'avais quittée. J'étais sorti par cette porte en pensant qu'elle serait en sécurité. J'avais ignoré son avertissement, et maintenant, j'enfouissais mon visage dans ses cheveux et murmurais, « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. » Nous sommes restés là, par terre, pendant ce qui m'a semblé des heures. La lampe cassée projetait des ombres irrégulières sur la pièce, comme si tout autour de nous s'était brisé par sympathie. Finalement, je l'ai porté jusqu'au canapé et l'ai enveloppé dans sa couverture polaire préférée. Son corps tressaillait encore au moindre bruit. Je me suis assis à côté d'elle, sans parler, gardant simplement ma main délicatement sur son dos jusqu'à ce que sa respiration se calme suffisamment pour sombrer dans un sommeil agité. Puis je me suis levé et j'ai pris des photos. Sa gorge, les marques d'un rouge profond en forme de doigt, ses cheveux, les mèches manquantes là où sa main avait arraché son cuir chevelu. Je les ai toutes prises d'une main tremblante. J'ai documenté ce que l'amour ne devrait jamais devenir. J'ai vérifié la caméra de ma sonnette intelligente, quelque chose que j'oubliais généralement. Elle avait filmé l'entrée. Lui sonnant à Gloria, son sonnette en retour, la porte s'ouvrant, lui se glissant à l'intérieur, mais plus de Gloria après ça. Je l'ai appelée. Quand elle a décroché, elle était en larmes. Il m'a dit que tu avais dit que tout allait bien. Elle a dit qu'il allait chercher Mera plus tôt pour une glace. Il connaissait sa commande préférée. Elle a dit que tu étais chez le dentiste. Je ne lui en voulais pas. Je n'ai pas crié. C'était juste une autre personne qui faisait confiance à quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû. Comme je l'avais fait cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Je me suis assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert. Les formulaires juridiques sont apparus. Je n'avais jamais rempli de rapport de police auparavant. Je ne comprenais pas la moitié de la terminologie, mais j'ai compris. Ligne par ligne, détail par détail, j'ai tapé jusqu'à en avoir les yeux qui brûlent. J'ai appelé la ligne non urgente et demandé quelle était la marche à suivre. Je les ai suivis avec la plus grande attention. L'agent qui est passé le lendemain matin était jeune, poli, mais je voyais bien qu'il n'avait pas vu grand-chose. Il a examiné les blessures de Mira et s'est discrètement excusé pour appeler un superviseur. Dans l'après-midi, une inspectrice nommée Harper Camp s'est présentée à ma porte. Elle était calme, concentrée. Ses yeux scrutèrent la pièce comme si elle était déjà en train de reconstruire ce qui s'était passé. En regardant les photos, elle ne broncha pas. Mais sa voix perdit son professionnalisme lorsqu'elle dit « On va arranger ça ». Et quelque chose en moi se remit à respirer. Je n'avais jamais frappé un autre homme de ma vie avant cette nuit-là. J'avais été élevé dans la retenue, les bonnes manières, et dans le principe de « partez avant d'envenimer ». Mais cette nuit-là, quand j'ai vu le regard de Mira devenir vitreux, quand j'ai senti son corps se relâcher dans mes bras, j'ai lâché tout ce qui me rendait bonne. La frontière entre survie et civilité s'est estompée. Mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, était maintenant affalé contre le mur, gémissant et se tenant la tête. « Tu es folle » aboya-t-il en essayant de se relever. Elle ne fit que me hurler dessus. Je lui dis de la fermer. Elle ne m'écouta pas, « Tu t'entends » cracha-je, ma voix méconnaissable dans ma gorge. Elle a 11 ans. C'est une enfant. Il fallait qu'on lui rappelle qui commande. Je me suis jeté à nouveau sur moi avant même de savoir que je bougeais, mais Mira sanglota, s'étrangla derrière moi et m'arrêta net. Je me tournai vers elle, les joues trempées, les yeux écarquillés, confus et effrayés. Elle n'avait pas besoin de voir plus de violence. Pas de ma part. Je m'agenouillai à nouveau près d'elle et la serrai fort. Du couloir surgit une autre présence. Dileya, ma mère. Ses pas lents et feutrés. Elle ne se précipita pas, n'eut même pas l'air surprise. Elle s'arrêta sur le seuil, les bras croisés comme elle admirait un tableau qui n'était pas à la hauteur de ses attentes. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle d'une voix neutre.
Mon père fit un geste vers le mur. Il m'a agressé. Parce que je punissais sa fille. Elle avait besoin de discipline, dit-elle en hochant légèrement la tête. Tu l'as laissé parler. Tu as toujours été trop doux, Malik. C'est là que tout a complètement craqué. Finalement, je me suis levé et me suis tourné lentement vers elle. Tu le regardes l'étrangler. Elle a élevé la voix. Élevé la voix. J'ai ri amèrement. Et ça justifie quoi? Être étranglé chez elle. Elle est irrespectueuse, a-t-elle poursuivi. Tu la câlines. Comme tu en as toujours attendu trop. Trop voulu. C'est une enfant. J'ai crié, la voix brisée. Dileya n'a pas cligné des yeux. Et tu es une honte, a-t-elle dit. Calme, calme, cruel. Tu laisses tes émotions dicter ta vie comme toujours. Ça aurait été plus douloureux si je n'avais pas déjà perdu tout respect pour elle il y a des années. Lentement, à travers 1000 petits échecs. Ce n'était pas une trahison. C'était une confirmation. Elle soutiendrait toujours l'agresseur tant que cela préservait une image familiale. Elle préférait soutenir un homme qui a fait du mal à sa petite fille plutôt que d'admettre ses torts. J'appelle la police, ai-je dit. Ses sourcils ont haussé les sourcils. Levé. Vraiment? Tu veux traîner ça dans la boue? Embarrasser tout le monde? Je veux protéger ma fille. J'ai dit, de votre part? De lui, de quiconque pense que c'est à quoi ressemble l'amour. Ils ne m'ont pas arrêté. J'ai pris mon téléphone, composé, parlé avec le répartiteur. Calme, méthodique. J'ai décrit ce qui s'était passé, j'ai donné notre adresse, a expliqué l'état de Mira. Ils ont dit qu'ils envoyaient quelqu'un. Quand je me suis retourné, mon père était parti. La porte avant était largement ouverte. Ma mère est restée dans son cadre, en regardant comme elle essayait de faire du visage. Ne revenez pas, dis-je. Après leur départ, je me suis assis avec Mira sur le canapé, la tenant pendant qu'elle tremblait, son haleine hoquait alors que l'adrénaline se dissipait. Je l'ai laissé regarder des dessins animés jusqu'à ce que son corps se détende finalement suffisamment pour dormir. Puis je l'ai porté dans mon lit et j'ai tiré les couvertures vers son menton. Je n'ai pas dormi, pas une minute. Je me suis assis au bord du matelas, regardant sa poitrine se lever et tomber, sentant la culpabilité s'accrocher à moi comme une seconde peau. Je l'avais laissé près d'elle. J'avais ignoré son instinct, son avertissement, et pourquoi? Pour éviter les conflits. Faire prétendre que l'homme qui m'a élevé n'était pas capable de cela. C'était fini maintenant. À 7h03, j'ai déposé un rapport de police officiel en personne dans l'enceinte. L'officier de réception a jeté un coup d'œil aux photos que j'ai apportées et j'ai signalé quelqu'un de la violence familiale. Ils m'ont amené dans une petite pièce sans fenêtre où j'ai rempli l'affidavit après l'affidavit. Déclaration, description, une pétition d'ordonnance d'interdiction. J'ai inclus la déclaration de Gloria, les verrous d'appel, les séquences vidéo horodatrices de la sonnette intelligente. Le détective Harper quand m'a rencontré dans cette pièce 1 heure plus tard. Elle ne se serra pas la main. Elle a juste hoché la tête, a pris le dossier et a dit, je vais le faire bouger. Je lui ai demandé à quoi ressemblait la chronologie. Elle n'a pas fait de fausses promesses. Cela dépend du DA, mais nous avons assez pour ouvrir un cas immédiatement. Les images de sonnette à elles seules sont difficiles à contester. De retour à la maison, j'ai emballé des sacs. Je ne pouvais pas rester dans cet appartement une autre nuit. Pas avec l'image de mon père debout dans notre salon encore brûlé dans chaque surface. J'ai envoyé un texto à mes locataires et en ai donné un avis. J'ai appelé Gloria, qui a encore pleuré quand elle a entendu ce qui s'est passé et a offert sa chambre d'amis, mais j'ai refusé. Au lieu de cela, j'ai emmené Mira et nous avons traversé la ville jusqu'à mon bureau. L'endroit était calme le week-end. J'avais un canapé d'arrachement dans l'arrière-salle que nous avons utilisé pendant les délais de nuit. J'ai fermé les stores, éteint les fluorescents bourdonnants. Méror s'est recroquevillée sous ma veste et s'est endormie dans le bourdonnement du climatiseur. Elle n'a pas demandé où nous étions. Elle a juste chuchoté, ne les laisse pas nous trouver. Et j'ai promis avec tout ce qu'il me restait, ils ne le feront pas. Lundi, nous avions un nouveau plan, de nouveaux serrures, de nouvelles limites. J'ai mis en place des consultations avec un thérapeute spécialisé dans le traumatisme infantile. J'ai inscrit Mera dans un programme d'art parascolaire à proximité, quelque part avec du personnel approuvé, des codes de sécurité et des espaces brillants.
J'ai commencé le processus lent et douloureux de récupérer sa sécurité une pièce à la fois. Dileya a essayé d'appeler une fois. Je n'ai pas répondu. 3 n'a pas appelé du tout. Et mon père, pour autant que je sache, il est allé au sol, trop fier pour admettre la culpabilité. Trop lâche pour faire face à ce qu'il avait fait. Mais cela n'avait plus d'importance. Je n'attendais pas les excuses. Je construisais des murs où il y avait des ponts. C'était la nuit où j'ai cessé d'être le soldat de la paix. C'était la nuit où j'ai réalisé que la paix avait un prix. Et j'étais celui qui le payait depuis trop longtemps. Alors, j'ai allumé le match. Et je me suis éloigné de tout ce qui me retenait autrefois. La première chose que j'ai faite a été de changer les serrures. Chaque porte, chaque fenêtre, même la porte coulissante du balcon en verre qui n'avait pas fonctionné depuis les pluies du printemps. J'ai payé un supplément pour des tiges couvertes renforcées et un système de sécurité numérique avec des capteurs de mouvement et une caméra qui couvrait chaque centimètre de notre couloir. La tranquillité d'esprit n'est pas venue bon marché, mais non plus la confiance. Plus maintenant. Nous ne sommes pas retournés immédiatement à l'appartement. Après 2 jours campés dans mon bureau, 2 jours sans sommeil, calme et étrange de dîner micro-ondes et de couverture de canapé, je savais que Mira avait besoin de plus qu'un simple changement de serrure. Elle avait besoin de se sentir en sécurité. La sécurité n'était pas quelque chose que je pouvais simplement déclarer. Il a dû être reconstruit. J'ai envoyé un texto à Gloria et je l'ai remerciée pour l'épicerie qu'elle a laissée au bureau. Elle a de nouveau offert sa chambre de rechange, et cette fois j'ai accepté une nuit. Justin. Mira avait besoin d'une douche qui n'était pas dans un placard d'approvisionnement et un lit qui ne sentait pas le tonneur d'imprimante. Gloria nous a accueillis comme si elle attendait toute sa vie pour protéger quelque chose. Elle a fait du chocolat chaud, aucune question posée. Mira recroquevilla sur son canapé comme si c'était fait de nuages. Pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à tout classer correctement. J'avais pris des photos des ecchymoses sur le cou de Mira et le petit patch enflammé où ses cheveux avaient été arrachés. Ils ont fait mal de regarder, mais je ne me suis pas laissé détourner le regard. Preuve. C'est ce que c'était maintenant. Pas une blessure, pas un symbole. Juste des preuves. Un pédiatre avait fait un examen complet ce matin-là et confirmé des dommages au tissu mou compatibles avec l'agression physique. Le psychologue pédiatrique que j'avais trouvé via un groupe de soutien au deuil a ajouté une autre couche. Signe clair de réponse aux traumatismes aigus. J'ai tout téléchargé, organisé, marqué, indexé. Ce n'était plus seulement un rapport. C'était un cas. Le détective Harper Camp a envoyé un texto la même nuit. Elle avait examiné les images. Elle avait examiné les interviews. Nous avons assez à ouvrir avec le DA. Elle a écrit, « Vous avez fait la bonne chose, Monsieur Rivers. » J'ai regardé son message pendant longtemps, laissant les mots s'enfuir comme une pluie lente. Vous avez fait la bonne chose. Cela faisait longtemps que je ne croyais pas à moi. Le lendemain, j'ai appelé mes locataires et leur ai donné un préavis de 30 jours. L'appartement, notre appartement était toujours en mon nom, toujours le mien légalement, peu importe combien de fois mon père avait essayé de saper cela. Je m'en fichais s'ils se plaignaient. Je m'en fichais s'ils sont partis tôt. Cet endroit appartenait à nouveau à Mira. À la mémoire de Léona, à la seule maison que ma fille ait jamais connue. Nous avons roulé le lendemain matin. Je me suis garé dans notre ancien espace et j'ai regardé les fenêtres qui avaient autrefois brillé de chaleur et qui semblaient maintenant distantes, vides. Mira s'est assis à côté de moi dans la voiture, calme. Sa main reposait sur l'écharpe de Léona sur ses genoux. Elle n'avait pas dit un mot en 10 minutes. Tu veux monter ensemble? Ai-je demandé doucement. Elle n'a pas répondu tout de suite. Alors, puis-je déverrouiller la porte? J'ai souri. Bien sûr. Nous sommes montés dans l'ascenseur en silence. Le couloir n'avait pas changé, mais tout était différent. Nous avons atteint la porte. Mira a frappé le nouveau code elle-même, les doigts tremblant légèrement, mais elle l'a obtenu. Le verrou a cliqué sur ouvrir. Elle a hésité pendant une demi-seconde, puis a poussé la porte largement. L'appartement sentait périmé. 2 mois de vacances scellés dans les murs. La poussière s'accrochait aux surfaces, mais la lumière qui a coulé à travers les fenêtres du salon dansait toujours de la même manière sur le sol. Mira, après avoir pénétré, s'est tenue là, en prenant le tout. Ensuite, elle se dirigea lentement vers sa chambre, comme le retraçaient les marches d'un rêve.
Elle ouvrit son placard, toujours plein de jouets et de vêtements que nous n'avions pas touchés. Elle a pressé sa paume contre le mur où Léona avait l'habitude de coller des projets artistiques. Ses épaules se détendaient. Je l'ai vue. Elle se souvenait de cet espace non seulement comme cela s'est produit, mais aussi où la vie se produisait. Joie, rire, histoire de coucher, sécurité. J'ai marché jusqu'à la cuisine et ouvert les placards. La moitié de nos tasses était toujours là, celle ébréchée avec les initiales de Léona toujours assis à côté de la tasse en forme de chat rose de Mira. Je me suis penché contre le comptoir et je me suis laissé le sentir. Cette douleur calme et promette toutes emmêlées. Cette nuit-là, nous avons encore dormi dans nos propres lits. Mira m'a demandé de laisser sa porte ouverte. Je l'ai fait. Je me suis assis dans le couloir pendant près d'une heure après qu'elle s'est endormie, écoutant juste le rythme de son souffle. Mon téléphone a bourdonné une fois. Un message de Harper. Date d'audience en attente probablement ce mois-ci. Juge affecté. Les choses bougeaient. Le lendemain, Gloria nous a rencontrés à la porte avec un dossier brun à la main. Déclaration. Elle a dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu au cas où le tribunal en aurait besoin. Elle avait l'air fatiguée, en colère, protectrice. Le genre de fatigué que vous obtenez de la trahison, pas des années. Ils t'écouteront, je lui ai dit. Elle secoua la tête. Il ferait mieux d'écouter Mira. Au cours de la semaine prochaine, j'ai tout rassemblé. Les déclarations du médecin, les notes de psychologue, les journaux de texte, la vidéo, le compte écrit de Gloria. J'ai tout envoyé à Harper. Elle a dit qu'elle. Pendant ce temps, j'ai essayé de coudre notre vie quotidienne ensemble. J'ai emmené Mira à ses séances d'art-thérapie 2 fois par semaine. Elle a peint principalement en blues et en violet. Toujours calme, toujours provisoire. Mais quand elle a terminé une toile et m'a regardé pour l'approbation, je l'ai revue. Ce scintillement de quelque chose qui revient. Peut-être pas encore confiance dans le monde, mais en moi. C'était suffisant pour l'instant. L'appartement a lentement pris vie. Nous l'avons diffusé. Nous avons aspiré. Nous avons remporté la plante araignée de flétrissement que Léona avait juré une fois imprégnée. Mira a choisi de nouveaux rideaux, lavande avec de petits tournesols cousus vers lui. Elle les a choisis elle-même. Je ne l'ai pas corrigée quand elle l'a appelée sa salle de guérison. Je les ai juste suspendus pendant qu'elle regardait. Chaque petite étape ressemblait à une protestation, comme dire au passé, vous ne pouvez pas le prendre aussi. Et quand je me suis assis à mon bureau un soir, épuisé mais éveillé, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper. Je l'ai intitulé Veuve, pas faible. Cela a commencé comme un paragraphe, puis une histoire, puis un chapitre. J'ai écrit sur Léona, sur Mira, sur le silence et les cris, sur le jour où l'amour s'est transformé en survie. Je n'avais pas l'intention de le partager. Mais plus j'écrivais, plus je réalisais. Les gens avaient besoin de savoir. Pas seulement ce qui s'est passé, mais ce qui est arrivé après. La salle d'audience sentait la poussière et le vieux bois, comme si rien ne s'y avait déplacé pendant des années, sauf des vies brisées et refaites. Je me suis assis avec Méror sur le banc à côté de moi, sa petite main enroulée autour de 2 de mes doigts. Elle portait une robe bleu foncé, elle s'écueillit, simple mais soignée. Avec le barret de tournesol coupé dans ses cheveux comme un insigne silencieux de courage, je l'ai regardée et j'ai hoché la tête une fois. Elle n'a pas souri, mais elle n'a pas détourné le regard non plus. C'était suffisant. Mon père est entré de l'autre côté de la pièce avec la même posture militaire raide qu'il portait toujours comme un bouclier. Son visage était rasé. Il portait son ancien blazer de service, celui qu'il portait pour les défilés et les barbecues le 4 juillet. Il y avait des médailles sur la poche du sein, comme s'il pouvait garantir le genre d'homme qu'il était. J'ai entendu quelqu'un derrière moi murmurer, devait être un héros une fois. Une fois. C'était le mot qui a collé. Ma mère l'a suivi. Elle ne s'est pas assise avec nous. N'a pas regardé notre chemin. Elle s'asseyait sur le banc opposé comme si nous étions des étrangers, son sac à main se serra comme un radeau de sauvetage. 3. Ne s'est pas montré. Pas de surprise là-bas. La fidélité à la famille avait toujours été sélective. Harper Camp était assis dans la première rangée derrière la table de l'accusation. Elle m'a donné un petit signe de tête lorsque nos yeux se sont rencontrés, et c'était le seul réconfort que j'avais dans cette pièce froide et creuse. Le procureur, une femme pointue nommée Elise Price, se tenait comme si elle attendait toute sa carrière pour cette affaire.
calme, chirurgical, pas de théâtre, juste des faits. Le procès a commencé. Ils ont d'abord joué la vidéo. Des images de ma caméra de sonnette intelligente. Pas de montage, pas de narration, juste une vérité brute. Mon père traînant Mera dans la maison par son bras. Sa voix s'élevait, son grognement bas en réponse, puis le silence. Le procureur s'est arrêté juste avant la fermeture de la porte. Quelques personnes dans le public ont changé. Une toux, un halètement. Ellis Price s'est tournée vers le juge. Et qu'est-ce qui a suivi? Votre honneur, c'est pourquoi nous sommes ici. Puis vint les photos. La gorge de Mira. Les touffes de cheveux manquantes. La déclaration de son pédiatre. L'analyse du psychologue de la réponse des traumatismes. Affidavit serré glorieux. Mon rapport de police. Et puis Mera. Je ne voulais pas qu'elle témoigne. Dieu sait que je l'aurais épargnée si je le pouvais. Mais Harper a dit que ses paroles se sentaient prêtes. Qu'il ne s'agissait pas de la forcer dans la lumière, mais de lui donner le pouvoir d'y entrer. Alors, quand Ellis a demandé si elle aimerait parler, j'ai regardé Mera et j'ai attendu. Elle se leva lentement. La salle d'audience a étouffé. Elle se dirigea vers le stand des témoins en marche délibérée lente. Le greffier lui a demandé si elle comprenait la différence entre la vérité et les mensonges. Mera hocha la tête. Sa voix était silencieuse mais ça n'a pas tremblé quand elle a dit oui. Dites-nous ce qui s'est passé. Demanda Ellis doucement. Seulement ce que vous voulez partager. Mera a pris une respiration. Il est venu dans l'appartement, a dit que papa lui avait dit de venir me chercher. Je ne le croyais pas mais Gloria l'a laissé entrer. Elle fit une pause. Ses doigts s'acquittent sur ses genoux. Puis il est devenu fou parce que je ne voulais pas lui parler. Il m'a dit que maman ne m'aimerait plus. Puis il m'a attrapé. Ouh. Elle a touché son cou instinctivement. Ellis attendait. A-t-il dit pourquoi? Parce que j'ai crié. Mais je ne criais pas. J'avais juste peur. La voix de Mira a chuté. Il ne lâcherait pas. Ce silence par la suite avant qu'Ellis ne la remercie et ne lui dise qu'elle pouvait démissionner était celle qui disait plus que n'importe quel témoignage. Personne n'avait besoin d'entendre le reste. Je me suis levé pour la rencontrer à mi-chemin, je l'ai tirée dans un câlin. Alors qu'elle retournait sur notre banc, mon cœur battait dans mes oreilles. J'ai chuchoté, tu as tout fait correctement. Elle a chuchoté, je voulais juste qu'ils me croient. Ils l'ont fait. L'avocat de mon père a essayé de le faire tourner. Blamed Olabi, War Team Discipline, a affirmé qu'il avait mal jugé la fragilité émotionnelle d'un enfant en deuil, mais il est tombé à plat, surtout lorsque Dileya a été appelée sur la position et a confirmé sous serment qu'elle a été témoin de l'acte et n'a rien dit. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a haussé les épaules. Nous élevons notre entreprise pour enfants. C'est comme ça que nous l'avons fait de ma journée. Le juge n'a même pas tressailli. Il a continué de griffonner sur son bloc-notes. Au moment de la fin des arguments, je ne pouvais pas respirer correctement. Chaque mot était trop lourd. Chaque seconde trop bruyante. J'ai tenu la main de Mira alors que le juge revenait de Chambers. Il ne l'a pas traîné. 3 ans, a-t-il dit. Pas de libération conditionnelle, pas de contact. Il s'est tourné vers ma mère. 6 mois de probation de complicité dans la mise en danger d'une mineure et une ordonnance d'interdiction permanente pour les deux parties. Le gavel est descendu. C'était ça. Cela aurait dû ressembler à la victoire. Ce n'est pas le cas. C'était comme tirer un clou de la peau. Nécessaire, mais pas propre. Mon père ne nous a pas regardés car il a été conduit. Il n'a pas crié. N'a pas demandé. Je viens de marcher comme un homme convaincu qu'il avait été lésé. Ma mère est partie sans un mot. Pas d'excuses. Pas de larmes. Juste le clic de ses talons s'estompant dans le couloir. À l'extérieur du palais de justice, le ciel était gris mais sec. Mera me regarda. Est-ce fini? Je me suis accroupi à son niveau, je me suis brossé une mèche de cheveux derrière son oreille. Le pire? Oui. Elle était silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit, je ne veux plus avoir peur à la maison. Tu ne le serais pas. J'ai promis. Jamais plus. Et je le pensais. Nous sommes rentrés chez nous et avons allumé une bougie pour Léona. Mera l'a placée dans la fenêtre de la cuisine,
la même où elle avait l'habitude de s'asseoir et de regarder sa mère cuire. La flamme scintillait doucement, jetant une douce lueur sur le verre. « Je pense que maman serait fière », a-t-elle déclaré. Je l'ai regardée, ma fille courageuse et résiliente, et j'ai hoché la tête. Je sais qu'elle le ferait. Et en ce moment calme, j'ai réalisé quelque chose d'important. La justice n'a pas effacé la douleur, mais cela nous a donné la permission de recommencer. Revenir à l'appartement, ce n'était pas comme transformer une clé et se glisser en familiarité. C'était quelque chose d'autre comme entrer dans un espace qui avait à la fois le paradis et l'enfer et choisir de le réclamer à nouveau. Les échos étaient toujours là. Les poumons sont intervenus. Nous avions l'habitude de nous asseoir tous les samedis matins et de manger des gaufres avec trop de sirop. Le comptoir où Léona a dansé une fois vers la vieille musique saoule tout en retournant les crêpes. Je n'ai pas pleuré, pas parce que je n'en ai pas ressenti le poids, mais parce que ce n'était plus un endroit pour pleurer. C'était un endroit pour reconstruire. Cette nuit-là, Mera et moi avons eu une pizza sur le sol. Pas d'assiette, pas de formalité, juste des doigts graisseux et des boîtes à jus. Elle m'a parlé d'un livre qu'elle lisait sur une fille qui a fait une armure à partir de plumes. C'est un peu stupide, a-t-elle dit, mais aussi un peu courageux. J'ai souri. Cela ressemble à quelqu'un que je connais. Elle roula des yeux, mais n'a pas discuté. Après le dîner, nous avons réorganisé sa bibliothèque. Elle a sorti celle qu'elle avait dépassée et a fait une pile de dons. Puis elle a soigneusement aligné l'étagère du bas avec les livres que sa mère lui a utilisés, comme s'ils étaient des artefacts, pas des histoires au coucher. Je n'ai pas interrompu. La regarder s'approprier à nouveau son espace était plus importante que toute routine que je pouvais appliquer. À la fin de la semaine, nous étions dans un rythme à nouveau. Pas celui que nous avions, mais un nouveau. Le nôtre. J'ai préparé le petit déjeuner. Elle a manipulé son sac à dos. Je l'ai promenée à l'école et m'a embrassé le front sans craindre qu'elle se retire. Elle ne l'a pas fait. Pas une fois. Le blog a commencé petit. Je l'avais commencé pendant nos nuits au bureau. Juste une façon de verser tout ce que je ne pouvais pas dire à haute voix. Je l'ai intitulé Veuve, pas faible, pensant que ce serait juste un endroit privé pour expirer. Mais Harper m'a encouragé à le partager. Vous ne savez pas qui vous allez aider, a-t-elle dit. Ou qui pourrait vous aider. Alors je l'ai fait. Le premier post était brut. J'ai écrit sur le sourire de Léona, Mira Scream. Dans la première nuit, je me suis assis dans un poste de police et j'ai dit les mots, il l'a entendu. Je ne me suis pas retenu. Je ne l'ai pas ramolli pour le confort. Et c'est peut-être pour cela que cela a résonné. Les commentaires ont coulé. Une mère de l'Oregon dont la fille avait été réduite au silence par un grand-père. Un père en Géorgie se battant pour la garde d'un conjoint complice. Une femme plus âgée qui a dit qu'elle avait passé 30 ans à se demander si ce qu'elle a enduré comptait comme des abus. Ils ont tous dit la même chose. Merci. J'ai répondu à chacun. Mera connaissait le blog. Je l'ai laissé le lire avant que tout ne soit mis en ligne. Elle ne voulait pas toujours. Certaines entrées étaient trop, mais quand elle l'a fait, elle pointerait des phrases et disait des choses comme « c'est vrai ». Ou « vous avez oublié de dire à quel point le sol était froid ». Elle en fait partie, une co-auteure silencieuse dans notre propre histoire. Nous avons établi de nouvelles règles pour l'appartement. Les simples. Pas de cris, pas même pendant le sport. Pas de secret à moins qu'il ne soit des cadeaux surprises. Chaque pièce doit avoir quelque chose qui nous a fait sourire. Dans le cas de Mira, ce sont des dessins collés au réfrigérateur, des griffonnages de tournesol avec des capes de super-héros, un oiseau bleu avec mon visage. Dans le mien, c'était une tasse de café que Léona a achetée qui disait « Vous faites des matins supportables », qui était maintenant assis sur le comptoir comme une couronne. Un vendredi soir, nous avons cuit des muffins. La vieille recette de Léona, celle avec des pommes de muscade et des pommes râpées. Mera portait le tablier de sa mère, qui a presque traîné sur le sol. J'ai manipulé le four. Elle a géré le gâchis. La cuisine sentait l'automne et l'espoir. Vous voulez essayer de mettre cela sur le blog ? Ai-je demandé en léchant la pâte d'une cuillère. Elle y réfléchit, puis hocha la tête. Mais seulement si vous dites que j'ai parfaitement craqué les œufs. Vous l'avez fait, et que je n'ai pas eu de coquilles dans le mélange cette fois. Encore mieux, ce poste a été notre tournant. Il ne s'agissait pas de la douleur ou de la salle d'audience.
Il s'agissait de récupérer la joie, de dire, voilà à quoi ressemble la guérison lorsque vous vous battez. Et encore une fois, les réponses sont venues. Une femme a écrit, je n'ai pas cuit depuis la mort de ma sœur. Peut-être que j'essaierai à nouveau. Un widower a commenté, mon fils ne touche toujours pas les livres de sa mère, mais peut-être un jour. Un autre article, puis un autre. Une communauté a commencé à se former, non pas de survivants, mais d'architectes. Les gens construisant des vies à partir des décombres. Mera les a appelés notre famille de blog. J'aime cela. Par tous les comptes. Avant de partir, Harper s'arrêta à la porte. Vous devriez parler publiquement, a-t-elle dit. Partagez votre histoire au-delà du bloc. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas un orateur. Tu es un père, a-t-elle dit. C'est suffisant. Peut-être qu'elle avait raison. Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau et j'ai fait défiler chaque poste. Chacun était un pas. Chacun est la preuve que le silence avait été rompu, et à sa place, quelque chose de mieux avait pris racine. Pas la vieille version de la vie, mais celle qui appartenait à nous. Les lumières étaient trop brillantes sur scène. Je n'avais pas réalisé que jusqu'à ce que je sois déjà exprimé là-bas. Les hommes et les femmes en jean, à capuche. Signifier le silence, j'ai commencé. Tout temps. Soyez solide, stoïque, fiable. Mais le chagrin ne récompense pas le silence. Il y grandit. Quelques têtes hochèrent la tête. Quelqu'un dans le dos murmura, et même, elle avait 11 ans quand c'est arrivé. J'ai continué, ma femme, Léona, était le genre de femme qui a allumé une chambre sans même essayer. Elle est montée à bord du train 7h15 pour Milwaukee et n'est jamais rentrée à la maison. Un accident. Les gros titres. Choc. Je n'ai pas pleuré à ses funérailles. J'étais trop occupé embarrassé, pas nerveux, juste fier. Il est entré chez nous un soir quand j'étais à un dîner client et il a attaqué Mera physiquement, brutalement parce qu'elle a élevé la voix parce qu'elle a raconté. La pièce retenait son souffle. Je suis rentré à la maison pour trouver ses mains autour de son cou. Son visage rouge, sa voix disparue. Et à ce moment-là, j'ai cessé d'être l'homme qui a évité la confrontation. J'ai arrêté d'être le bon fils. Je suis devenu père avec le feu dans ses veines. Je les ai regardés, ses autres parents, survivants, travailleurs sociaux, enseignants, hommes essayant de faire mieux. Certains d'entre vous sont peut-être ici aujourd'hui parce que vous recherchez des outils. Autres parce que vous cherchez de l'espoir. Laissez-moi vous donner les deux. Au moment où vous choisissez de croire votre enfant à la tradition, à la réputation, à la lignée, c'est le moment où vous devenez qui ils ont besoin. Les applaudissements ont commencé lentement. Je n'avais pas fini. J'ai déposé un rapport, pris des photos, porté des accusations, témoigné devant le tribunal avec ma fille assise à côté de moi. L'homme qui m'a élevé est allé en prison. Et je ne le regrette pas une seconde. Maintenant, les applaudissements étaient stables. Mais encore une fois, j'ai levé la main pour les calmer. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit. Il s'agit de la protection, de la récupération du pouvoir pour ceux qui l'ont volé en silence. J'ai pris une respiration. J'ai commencé un blog appelé Veuve, pas faible. Je pensais que je l'écrivais pour moi, mais les gens ont commencé à tendre la main. Mère, père, enfant, personnes qui n'ont jamais eu leur journée devant le tribunal. Les gens vivent toujours avec les fantômes de ce que leur famille ne voulait pas reconnaître. Je baissai à nouveau les yeux sur Mera. Ses mains plissaient soigneusement sur ses genoux. Il n'y avait plus de peur en elle, calme comme elle savait que sa vérité ne serait plus jamais cachée. Je ne suis pas un parent parfait, dis-je, l'adoucissement de la voix. Mais j'ai appris que la parentalité ne sait pas tout savoir. Il s'agit de se présenter, surtout lorsque le monde est bruyant et cruel, surtout quand personne d'autre ne le fait. Un homme de la 3e rangée essuya les yeux. Une femme derrière lui tendit la main vers son épaule. Je ne connaissais pas ces gens, mais ils me connaissaient parce que la douleur est universelle. L'amour aussi. J'ai fermé mes notes, même si je n'en avais pas utilisé un mot. Merci, j'ai dit simplement. Les applaudissements cette fois étaient bruyants. Réels. Je suis descendu de la scène et j'ai marché directement dans les bras de Mera. Elle m'a serré dans ses bras, pas comme un enfant peur du monde, mais comme quelqu'un qui l'avait déjà affronté et avait décidé de vivre de toute façon. Tu ne l'es pas laissé me briser, papa, murmura-t-elle. Non, bébé, dis-je.
Parce qu'ils ne peuvent plus écrire notre histoire. Elle se pencha en arrière pour me regarder, son visage brillant de quelque chose de rare, quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois. Un sourire, pas forcé, pas poli, mais plein, brillant, réel. Au moment où elle sourit à nouveau, le monde a changé. Plus tard, après la conférence, quelques parents sont venus vers nous. Une femme a demandé à Mera si elle écrivait quelque chose pour le blog. Peut-être, dit-elle en haussant les épaules. Si papa cesse de monter toutes les bonnes histoires ce soir-là, de retour à l'appartement, nous avons célébré avec des syndas de crème glacée. Aucune occasion, juste le fait que nous étions à la maison et que nous guérissons. Après que je me suis couché, je me suis tenu sur le balcon seul en regardant par-dessus la ville. Les lumières vacillaient dans une centaine de fenêtres différentes. J'ai pensé à la version de moi-même qui se tenait autrefois ici et croyait que la survie signifiait l'isolement. Il était parti maintenant. Et à sa place était un homme qui savait qu'être entier n'avait rien à voir avec le fait d'être ininterrompu. À l'intérieur, le son du rire de Mira s'échappa de sa chambre. Elle regardait un vieux dessin animé que Léona aimait. J'ai fermé les yeux pendant une seconde et je l'ai laissé me laver. L'histoire que nous construisions maintenant était désordonnée, imparfaite et cousue avec des moments comme ça. Doux, ordinaire, sacré. Et cette fois, nous écrivions chaque mot nous-mêmes.